C'est quoi la sexologie? Que signifie dyspareunie, vulvodynie et vaginisme? Pour ce 31e épisode sur Kinédi, Elisa Hong, kinésithérapeute et sexologue, nous explique toutes ces définitions avec beaucoup de clarté. Elisa nous décrit comment elle travaille pour soigner ses patientes et les aider à atteindre un meilleur confort sexuel pour une vie plus sereine. Elle nous parle aussi de son approche holistique en sexo et des différentes façons de travailler et de ce qu'elle a choisi comme approche. Avec Elisa, on va aussi parler d'hypnose conversationnelle qu'elle utilise régulièrement dans sa pratique et de la transition de kiné à sexologue avec toutes les différentes conséquences que ça implique. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec Elisa qui m'a accueillie chez elle avec chaleur et simplicité. Elisa, la kiné aux multiples projets et compétences, va vous offrir un tableau complet de l'approche de la sexo. Bonjour Elisa. Salut Gabi. Tu vas bien? Ouais, nickel, et toi? Très bien, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. C'est avec un grand plaisir. Avec un bon petit thé, des bonnes viennoiseries, c'est très sympa comme accueil, donc merci beaucoup. Donc Elisa, est-ce que tu veux bien pour commencer te présenter, nous parler de ton parcours? Ouais, alors bonjour à toutes et tous, moi c'est Elisa et je suis kiné-sexologue. Donc ça veut dire que j'ai travaillé en kiné spécialisée en rééducation du périnée depuis que je suis diplômée il y a 10 ans. Et ensuite, je me suis spécialisée, on va dire que c'est un approfondissement en fait de la kiné spécialisée en sexologie. Donc j'ai démarré le diplôme il y a 4 ans et maintenant je suis diplômée depuis 1 an. D'accord. Donc un diplôme spécialisé en sexologie, tu l'as fait où? J'ai fait à Nantes. À Nantes, ok. Ouais. Il y en a à Paris aussi? Ouais, il y en a à Paris, il y en a même 2 à Paris. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est une discipline qui est de plus en plus populaire parmi les kinés? Est-ce qu'il y en a qui se spécialisent? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui se spécialisent? Alors, j'ai l'impression que là, en ce moment, oui. Ok. Et puis que ça a démarré tranquillement pour vraiment être beaucoup plus populaire. Et parce que je crois aussi que d'une certaine manière, parler de sexualité, mais plus en éducation ou en vulgarisation, maintenant avec l'essor des réseaux sociaux, c'est devenu aussi plus ancré en fait là récemment, oui, qui provoque aussi un attrait pour cette discipline. Ok. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Alors c'est quoi déjà la sexologie? Alors la sexologie, c'est en réalité quand tu es thérapeute, parce qu'en fait tu peux être soit sexologue tout court, ou soit tu peux venir d'une famille thérapeutique comme du corps, kiné, sage-femme, psychiatre, psychologue. Et dans cette discipline-là, tu vas être habilité et tu vas savoir davantage parler de sexualité. Normalement, les patients et les patientes attendent que ce soit la prise de santé, surtout les médecins généralistes qui sont en première ligne, qui posent ces questions de sexualité et que ensuite, nous, en deuxième ligne, on a ces patients qui sont renvoyés vers nous pour approfondir ces questions-là. Donc, ça parle de la santé sexuelle, de la fonction sexuelle. Donc, comme en kiné, je pense qu'il y a principalement des kinés, tout le monde connaît, voilà, est-ce que quand tu rééduques ton genou, il est fonctionnel ou pas à la fin? Nous, on va regarder sous l'œil du sexologue ou de la sexologue en se disant, est-ce que la fonction sexuelle, elle est bien retrouvée et aussi à l'endroit où la personne le souhaite. Ok. Donc les patients, les patientes et les patients arrivent en général avec un objectif précis. Souvent, c'est un objectif précis ou un peu quand même, défriché. Ou alors c'est un objectif, ils sentent qu'il y a une difficulté, un malaise, un mal-être aussi, ou que ça leur provoque vraiment des difficultés au quotidien. Là, ils viennent te consulter pour savoir ce qu'il en est et puis poser des questions. Parce que principalement, les pathologies, en tout cas féminines, dans la population générale, elles sont assez peu diagnostiquées et on pose assez peu de questions dessus. Typiquement, l'endométriose, ça peut provoquer de la douleur dans la sphère viscérale et abdominale, périnéale.
Et on sait que déjà un diagnostic d'endométriose, ça met 7 ans à se mettre en place, à se faire. Et on va pas spécialement poser des questions sur l'intimité. Et les patientes qui viennent me voir, elles vont dire j'ai un souci sexuel et ensuite j'ai de l'endométriose, mais elles font pas le rapprochement entre ces deux sphères-là. Ok. C'est quoi le souci sexuel qu'elles peuvent avoir quand elles ont de l'endométriose? Bah, souvent, c'est que tu as un figement en fait ou une hypertonie musculaire des muscles périnéaux. Et donc, ce que tu vas retrouver, ça peut être toutes les pathologies corporelles de vaginisme, vulvodynie, ou en fait, il y a plusieurs nomenclatures. Sinon, la nouvelle nomenclature, c'est trouble de la pénétration, trouble de la douleur et de la pénétration. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que le vaginisme et la vulvodynie? Ouais. Alors, le vaginisme, c'est l'impossibilité d'une pénétration de n'importe quel objet ou, par exemple, pendant un examen ou pendant un rapport intime au niveau du vagin. Et aussi, on sait que le critère juste d'avoir peur ou d'avoir l'anxiété à la pénétration, c'est déjà signe de vaginisme. Et c'est une impossibilité d'intromission ou de circlusion, surtout quand la patiente veut que ça se passe. Impossibilité d'intromission. Ouais. Ok. Et de... Alors, je dis circlusion aussi. C'est quoi? Alors, ça veut dire quoi? Alors, pénétration et circlusion, j'utiliserai les deux termes. Ok. Mais c'est un terme plus ou moins nouveau qui signifie que, en fait, la pénétration, il y a souvent un mouvement où si on est dans un cadre de pénétration hétérosexuelle, où c'est le pénis qui va pénétrer le vagin. Alors que la circlusion, c'est un terme qui a été inventé ou remis au goût du jour pour montrer aussi que le vagin était actif et qu'un vagin pouvait entourer, englober, circlure un sexe, un pénis. D'accord. Ok, donc c'est deux choses qui travaillent ensemble en fait. C'est deux phénomènes qui se passent. Voilà. Alors la pénétration et circlusion, c'est juste pour définir en fait un acte sexuel. Et la manière dont tu vas l'utiliser, le mot va renvoyer une certaine image. Oui. Et on va essayer d'utiliser des images les plus facilitantes justement pour la circlusion ou la pénétration chez les couples. Ok. Donc ça, c'est le vaginisme. Et la vulvodynie? La vulvodynie, c'est au niveau de l'entrée du vagin. C'est ce qu'on appelle soit t'as la vulve ou soit aussi t'as le vestibule. Souvent, on peut entendre ce mot. Et c'est une hypersensibilité de cette partie-là et qui va provoquer en fait des douleurs à la pénétration. Donc dynie, ça revient à allodynie. Donc là, c'est une anodynie au niveau de la vulve ou du vestibule et qui peuvent provoquer aussi une complication, une douleur, une difficulté à la circlusion ou à la pénétration. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce que souvent les deux sont liés, vaginisme et vulvodynie? Ou est-ce qu'on peut avoir la vulvodynie sans vaginisme et du vaginisme sans vulvodynie? Alors, c'est une très bonne question. Tellement bonne question que maintenant on a fait plusieurs nomenclatures. Avant, on faisait une nomenclature vaginisme, vulvodynie, etc., qui est toujours assez valable pour des mécanismes. Et là, le DSM-5, il a fait une autre nomenclature où ces deux pathologies-là étaient regroupées et même qui étendaient jusqu'à la difficulté à avoir une pénétration, peu importe la raison. D'accord. Et oui, sur si on parle juste de vaginisme et vulvodynie, il y a des personnes qui peuvent tout à fait avoir une pénétration, voilà, et que ça fasse mal. Alors que vraiment, pour les femmes qui sont vraiment vaginopéniques, même si elles veulent, la pénétration n'est pas possible. Ok. D'accord. La plupart des femmes qui viennent te voir, qu'est-ce qu'elles ont en majorité comme problème? Alors moi, je me suis spécialisée, c'est moi qui ai choisi d'orienter vraiment ma pratique sur les femmes qui ont des douleurs et des difficultés à la pénétration et à la circlusion. Et ma deuxième pratique, c'est la préparation du périnée physique à l'accouchement.
Mais en fait, les deux, de manière, d'un premier abord, tu dirais pas, mais elles sont très proches. Intéressant, Parce que quand tu regardes, c'est la détente du périnée, visualiser que son vagin peut être spacieux, qui peut accueillir, voilà, accueillir un bébé, accueillir un sexe d'homme, ou voilà, si c'est dans le cadre d'un couple hétéro. Voilà, et il y a aussi beaucoup de travail mental, parce que le corps et l'esprit, c'est la même chose. Le corps, l'esprit et les émotions, c'est la même chose. On n'est pas des gens... voilà. Et souvent, nous, dans notre... la manière de prendre en soin les gens, qui a beaucoup de choses positives, mais aussi après des écueils, c'est qu'on est tous très spécialistes. Donc, tu vas voir le spécialiste de la tête, tu vas voir le spécialiste du corps, tu vas voir le spécialiste de pieds et nez. C'est-à-dire que même nous, en tant que soignants, peut-être qu'on n'a pas l'abord aussi global qu'on pourrait l'avoir dans d'autres traditions de soins, et que, en fait, même quand on voit comme ça, les gens aussi viennent parler que d'un sujet, alors que tout peut être extrêmement intriqué entre les mêlés. Et la sexo, c'est aussi un type de médecine intégrative ou holistique qui permet de voir l'ensemble de la patiente, du patiente, dans son intégralité. Et ça, c'est très intéressant quand tu es kiné, et qui permet la transition, en fait, entre thérapeute très corporel à thérapeute beaucoup plus global. Et ça, j'adore. C'est une de mes parties préférées. C'est vrai que c'est intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis. Hein. Le corps et l'esprit sont liés. Oui. Ouais. Alors, vas-y. Si on a le temps, pour te dire à quel point c'est frappant, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mes patientes. Elles me disent, mais moi, j'ai du vaginisme. On m'a dit que c'était psychologique. Mais pourtant, elles sont bien chez une kiné. Voilà, c'est-à-dire que même, tu vois, bon, après, il y a des médecins qui sont pas encore assez renseignés et qui savent pas les thérapeutiques qu'on peut proposer. Mais même si c'est de l'ordre psychologique, ils pourraient renvoyer à des psychologues, tu vois. Mais certains ne renvoient pas encore. D'accord. Et maintenant, en tant que sexo, tu travailles beaucoup par alliance thérapeutique. Enfin, par alliance thérapeutique et par réseau de thérapeutes, où tu peux être différents sexos de différentes familles, et tu peux, par exemple, moi, si j'ai une patiente, je sais que il y a un gros trouble anxieux généralisé, ou il y a une dépression, en fait, qui est latente, pour venir en soins, minimum, je lui conseille d'avoir un accompagnement, et souvent, les gens qui viennent me voir ont déjà des accompagnements avec d'autres thérapeutes, quoi. D'accord, oui. Ouais. Parce que justement, j'allais te poser la question, comme le corps et l'esprit sont liés, est-ce qu'il faut d'abord soigner l'esprit avant de soigner le corps ? Moi, ce que j'adore, c'est que tout est lié, donc tout va s'entraider. Donc, peu importe la porte par laquelle tu vas commencer, ça va aider. Et ensuite, en sexo, il y a beaucoup de traumatisme ou micro-traumatisme, ou en tout cas de système nerveux qui est très activé. Et en fait, travailler par le corps pour détendre ce système nerveux, c'est vraiment une piste hyper optimale. Et c'est comme ça que beaucoup de... Voilà, on accompagne en fait les traumas comme ça aussi, quoi. C'est comme un sportif, pardon. C'est comme un sportif de haut niveau. Maintenant, c'est tout ce que les sportifs de haut niveau, pour être bons dans leur performance, ils ont une prépa mentale. Ils ont tous une prépa mentale, alors que c'est uniquement par le corps. Peut-être quand tu entraînes quelqu'un, c'est... j'avais vu un super reportage sur Arte sur la préparation de Laurent Manodou, dans sa compète pour les JO, et il disait, mais moi je me vois vraiment tout petit par rapport aux autres concurrents, alors qu'il est massif, les grands. Et en fait, cette croyance-là qu'il a en lui, dans son corps, c'est ça qu'il a travaillé, qui a permis de dépasser et d'utiliser à fond ses performances techniques. Ouais, donc ça, c'est un peu le type de travail que je suis amenée à faire, mais dans le monde de la santé sexuelle, l'intimité, etc. C'est hyper passionnant. Et la préparation du périnée à l'accouchement, c'est ça aussi. Oui, c'est fascinant. Pour revenir sur les causes de la vulvodynie et du vaginisme, est-ce que tu as pu détecter des causes ? Oui, alors souvent, on pense que
ce qui est très commun, c'est de se dire, voilà, j'ai un traumatisme, une violence, un viol, une agression sexuelle. Et en réalité, ça va être aussi, ça peut être des causes, mais souvent, c'est des mécanismes qui se mettent en place. Donc, c'est pas comme, j'ai par exemple, j'ai eu un accident au ski, voilà, on m'a foncé dedans, où j'ai mal atterri, et là, mon genou, mes ligaments se sont fracturés, ou voilà. C'est pas ça, c'est parce que, en fait, au niveau de plein de domaines différents, de l'histoire de vie, du développement, en fait, du bébé jusqu'à l'enfant, la jeune fille, enfin la petite fille, le petit garçon, la jeune fille, etc. Dans tous les âges, en fait, il y a des signaux externes de l'environnement, de son histoire de vie, de l'histoire de sa famille, de son éducation, ses croyances, son éducation directe ou indirecte, des sensibilités à la violence qu'elle a vue ou dont elle a été témoin, ou il a été témoin pendant l'enfance. Et plus on rajoute des critères corporels comme des règles douloureuses et qu'on n'a jamais appris à identifier et à traiter comme si c'était la normalité. Ce qui fait que, voilà, où les croyances par rapport à la sexualité, comment ça devrait être, etc. Voilà, les injonctions sur le devoir conjugal. Et maintenant, c'est l'injonction à avoir du plaisir quand on est une femme, parce que quand maintenant je suis une femme, je suis libérée, je mérite... Libérée, c'est un gros mot, mais on va dire, maintenant, c'est possible pour moi d'avoir du plaisir, voilà. Donc en fait, c'est aussi des formes d'injonction, parce que c'est quelque chose de performatif, quelque part. Donc tu vois que tout ça, en fait, en même temps, ça fait un cocktail, et ce cocktail, il se fait dans les pensées. Les pensées, ça met en jeu, en fait, des croyances ou des sensations physiques, où toi-même, si tu te sens crispé par rapport à une idée, ton corps va se crisper pour se protéger, dans tout ton corps, parce que le vaginisme, on parle du périnée, mais c'est tout le corps qui se fige et qui se crispe. Voilà. Et après, quand ça se crispe, effectivement, t'as une expérience de rapport. Et en fait, tu te dis, vu que ton corps est crispé, ah oui, ça fait vraiment mal. Ah oui, ça fait mal. Donc du coup, ça veut dire que j'avais raison. Le sexe, c'est crispant et c'est douloureux. Et ensuite, ça renforce ta croyance que c'est crispant et douloureux. Donc voilà. Et en fait, tout ça, ça peut être lié, c'est souvent très peu lié à quelques mois ou quelques semaines. L'histoire sexuelle ou comment tu vis ta sexualité, c'est depuis la petite enfance. Même depuis que tu nais, et même peut-être comment tes parents voyaient la sexualité ou vivaient la sexualité avant ça. Donc, même sur des générations avant. Je parle de transgénérationnel et tout. C'est des grosses histoires dans la famille, de violences, de non-dits, de tabous, de fausses couches, etc. Là, tu te dis, comment ça se fait que moi, j'ai pas la sexualité épanouie que je souhaiterais. Des fois, ça va jusqu'à même tout là. Est-ce que ça aide justement de se replonger vraiment dans toutes ces choses-là, le transgénérationnel, le passé, les injonctions, les images, l'éducation? Est-ce que ça aide d'englober tout ça dans la rééducation? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le faire en tant que kiné et en tant que sexo? Alors, ça dépend des formations que tu as fait et que tu sais faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses où tu vas, comme c'est très vaste, il y a des gens qui sont que spécialisés, par exemple, dans la désensibilisation du trauma. Il y a des gens qui vont être spécialisés que en transgénérationnel, etc., etc. Donc, en fait, c'est toi aussi qui choisis, en tant que thérapeute, ce que tu vas aborder. Mais l'idée, c'est que quand tu connais un domaine, tu sais ce que tu es capable de faire et pas capable de faire. Par exemple, toi, je sais pas, les gens qui sont spécialisés en périnée, ils peuvent se dire, moi, je me concentre que sur, les sportives de haut niveau, et puis le reste, je vais renvoyer. Mais tu sais que les autres, ça existe, et tu peux renvoyer. Ou tu peux dire, je connais les sportifs de haut niveau, et je peux très bien faire de la rééducation, périnée postérieure, pour les enfants, etc. Donc, en fait, ça dépend de toi, ce que tu veux faire, et l'équipe que tu as autour de toi pour envoyer s'il y a besoin. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien de savoir, moi, je le vois comme ça, ce que tu as envie de faire, parce que dans la sexo, c'est
extrêmement large les possibilités de travail dans la sexo. Genre, tu peux travailler sur les mutilations sexuelles féminines, tu peux travailler sur les changements d'identité sexuelle, tu peux travailler pour les couples en cabinet libéral, pour les gens qui ont été pour les violences. Donc, tu vois, c'est plein de sous-métiers dans le métier. Ouais. Donc, Donc, fais ce que tu aimes, tu te formes dans ce que tu aimes, et ensuite, les patientes vont venir souvent. Alors ça, je sais pas comment ça se fait, mais il y a quand même un ajustement entre toi, ce que tu fais, et comment les gens viennent à toi. C'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de me spécialiser que dans ces deux domaines, j'ai une forte affluence des gens qui ont voulu me voir que pour ces domaines-là. Ça, je peux pas me l'expliquer, mais je pense que tout le monde l'a vécu dans son, peu importe que t'es sexo ou autre. Ouais. Mais je sais pas, un jour tu décides de faire une formation, je sais pas, Mackenzie aux cliniques du coureur ou voilà, thérapie manuelle. Comme par hasard, si tu décides à faire ça, il y a que des gens comme ça qui vont venir à toi. Ouais. Bon, voilà. Donc, connaître tes limites et faire ce que tu aimes bien. Et puis avoir un réseau pour renvoyer aux besoins. Okay. Mais oui, pour la vie d'une femme qui cherche à se traiter, des fois, avec des outils simples, ça va. Enfin, des outils, voilà. L'idée, moi, j'essaie de faire quelque chose de très pratique. T'essayes. Si ça va pas, ça veut dire que faut aller plus loin et creuser plus loin dans faire un diagnostic plus profond. Et puis, voilà, avoir un tableau plus complet. Dans des fois, c'est nécessaire, ouais. Bien sûr. C'est quoi les techniques que tu utilises, toi, pour traiter le vaginisme, la vulvodynie? Et, comme tu parlais aussi de la préparation à l'accouchement, celles qui te plaisent le plus, entre guillemets, j'ai envie de dire, et celles qui marchent, qui fonctionnent le mieux? Alors, ce qui fonctionne le mieux, moi, je suis en constante évolution dans mes pratiques, c'est-à-dire que j'ai des bases. J'ai des bases de connaissances aussi scientifiques de ce qui fonctionne. Et après, en tant que thérapeute, c'est toi qui vas, avec toutes ces choses-là, et ton expérience, ton intuition, voir ce qui va fonctionner de patiente en patiente. Moi, je suis une thérapeute corporelle avant tout. Donc, je utilise beaucoup le corps, en fait. Et ce que je vais faire, c'est passer par beaucoup d'hypnose conversationnelle, beaucoup d'hypnose. Grâce à l'hypnose conversationnelle, observer les croyances. Il y a des temps de partage, en fait, avant la session. Donc ça, c'est une petite ritualisation pour que mes patientes, voilà, où les patientes vont proposer des choses et on va venir dégoupiller, en fait, les 2-3 choses qui ont été dites. Et souvent, moi, je les utilise comme lien, voilà, pour le travail corporel ou pour le lien, pour l'aider à reconstruire en fait de meilleures croyances pour sa sexualité. Et donc ça se fait petit à petit. Et aussi le travail du corps beaucoup. Donc là, ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionne pour moi, c'est que dans ta sexualité, tu vois, t'as l'impression que le problème, c'est souvent le corps quand tu viens chez un kiné. Donc moi, ce que je fais, c'est que très vite, je montre que sur le corps, tout va bien. Alors bien sûr, la patiente aura beaucoup de douleur, de sensibilisation à la douleur. Donc on va beaucoup désensibiliser la région et après rendre le périnée hyper fonctionnel par des thérapeutiques corporelles et puis sous induction en hypnose pour être beaucoup plus détendu. Et après, en quelques séances, elle se rend compte, ah, mais mon périnée est souple. Ah, mais on peut utiliser les dilatateurs et facilitateurs sans aucun souci. Donc je me rends compte que maintenant, c'est le cerveau, voilà, c'est le cerveau, la croyance dans la sexualité, la croyance dans mon corps, l'estime de moi, qu'est-ce que je pense de la sexualité, comment je suis dans mon couple, voilà. Donc en fait, quand tu vas désamorcer la partie immergée de l'iceberg, là la personne elle est obligée de se dire, en fait ça va plus profond que moi. Peut-être que mon corps va bien, mais si je voulais pas avoir de la sexualité dans ce contexte-là, c'est qu'au fond, j'en avais pas envie et c'est mon corps qui me traduisait ça. Alors qu'au début, elle pensait que c'était juste, tu vois, une petite blessure, mais au niveau du périnée. Ça, c'est hyper intéressant. Oui. Et après, moi, j'essaie de préparer, le périnée à l'accouchement, c'est vraiment quelque chose où je fais, après, beaucoup d'ancrage, pour gérer la douleur. Je fais comme une préparation de sportif de haut niveau qui va faire une compétition, en fait. Oui. Sur le corps est très technique,
Oui. Savoir tout utiliser en même temps, parce que c'est une coordination, et les différents étages. Savoir utiliser son corps pour être dans la bonne posture, bien conscientiser le mouvement de respiration. Et après, je demande à développer une connexion aussi avec le bébé, de développer une connexion avec son corps, de développer une connexion avec l'entourage, en fait, qui va être là pour le jour de l'accouchement. Et aussi, qu'est-ce que la personne va se dire elle-même pour tenir. Donc, en fait, c'est comme quand tu apprends à conduire. Au début, tu te dis, oh purée, mais je vois pas comment je vais réussir à conduire parce qu'il y a tellement de choses à faire. Entre le volant, les pédales, la boîte de vitesse. Après, tu fais tout parfait, mais t'avais pas vu le pigeon. Et tu te dis, oh purée, pourquoi il s'est mis là devant moi? En fait, l'idée, c'est que tu sois très bien dans ta machine corporelle, que tu utilises hyper bien tes émotions, même de manière efficace, et que tu vives ce moment à fond pour toi, et aussi que tu arrives à interagir avec l'environnement. Donc, au bout d'un moment, tu arrives à tout faire, conduire, faire tes contrôles, parler, regarder ton GPS sans souci. Donc, ça veut dire que c'est un encadrement qui est fait couche après couche et que je m'assure que chaque couche, chaque patiente a les outils nécessaires. Il y a des patientes qui avancent plus sur un côté que d'autres par rapport à son histoire, etc. Tu vois? Okay. Je sais pas si c'était clair pour toi. C'est très clair. Ouais. Est-ce qu'il y a des patientes qui viennent te voir dans l'optique de, par exemple, faire un accouchement naturel à la maison, sans péridurale, sans... Alors, sans péridurale, ouais, c'est fréquent, mais c'est fréquent. Mais après, moi, je reçois toutes les patientes parce que peu importe ton projet de naissance, même si tu veux accoucher avec péridurale, en fait, ça peut être le meilleur accouchement pour toi. Et juste comment faire pour que ça soit le meilleur accouchement pour toi avec tes souhaits de base. Ouais. Donc moi, j'impose rien, c'est-à-dire que j'attends ce que la patiente va me dire, ce qu'elle espère, et dans ce qu'elle espère, voir comment moi je peux l'aider au maximum, les outils, et aussi vulgariser de manière très simple. Donc en hypnose conversationnelle, j'utilise beaucoup de métaphores pour que, tu vois, par exemple là, j'utilisais l'exemple de la voiture, ça j'utilise beaucoup, parce que, en fait, c'est ça, moi, ce que je fais. Oui. Donc, je fais beaucoup de vulgarisation pour que, en une, deux phrases, alors qu'en kiné, on aurait pu décliner sur une journée de formation, là, elle ait de l'information prête à digérer, prête à utiliser, prête à refaire, et qu'elle sente qu'elle maîtrise et qu'elle aime. Donc, ça aussi, c'est un enjeu que moi, je trouve technique et que moi, j'adore, en fait. C'est quoi l'hypnose conversationnelle? Hypnose conversationnelle, c'est utiliser, en fait, ce que tu vas dire de manière positive pour la patiente et que ça va faire des suggestions sur des ressources intérieures. Okay. Par exemple, quand tu fais l'hypnose conversationnelle, ça va être déjà très peu utiliser des mots nocebo. Vous avez telle pathologie. Vous avez, en fait, qui va faire des étiquettes pour la patiente. Oui. Nous, on veut pas faire des étiquettes, on veut que la patiente comprenne. Et justement, on va dire, par exemple, on peut dire, tu vois, ou je sais pas faire ça, déjà, mais vous avez pas appris encore cette connaissance. Et en plus, par rapport à ça, il y a beaucoup d'avantages comparatifs à que vous ayez fait ça. Donc en fait, je vais essayer de retourner la situation pour voir le meilleur dans la situation et s'entraîner à voir les choses de manière facilitante pour soi. Alors que des fois, quand tu vas chez le médecin, tu poses des diagnostics, il y a des étiquettes. Là, ça te met dans des suggestions négatives et ça te coupe avec ton potentiel et tes ressources. Oui. Donc, j'essaye de l'hypnose conversationnelle. Bon, bien sûr, après, c'est beaucoup plus technique, les gens pourraient t'expliquer. Mais moi, j'utilise pour que les patientes accèdent à leurs ressources, à leurs forces, qu'elles se rendent compte que, et que aussi, c'est pas inné de savoir faire tout ça. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, du coup, même dans la manière de formuler, de proposer les choses, en fait, venir en rééducation, en soins avec moi, j'espère que c'est hyper fun et super sympa. Parce que, comme je te dis, si tu veux t'inscrire à un marathon et en fait, t'arrives à aller au-delà, soit tu dis, ouais, c'est la corvée de m'entraîner, ou soit tu dis, mais qu'est-ce que j'ai progressé sur cette sphère corporelle, émotionnelle. Tu sens que tu es en train de grandir pendant. Et j'utilise beaucoup dans ma technique qui est l'hypnose conversationnelle pour aboutir à ça. Une séance,
Ça dure combien de temps? Ça dure 45 minutes. Ok, 45 minutes. Et comment ça marche en fonction de... Déjà, est-ce que c'est prescrit par la... Est-ce que c'est remboursé par la Sécu, la kiné sexo? Alors, la kiné sexo, tu peux venir avec une prescription de rééducation périnéale. Et moi, en fait, comme je fais sexo, donc je fais des tarifs de sexo. Donc, je fais du hors nomenclature et il y a une partie que je peux faire rembourser d'un point de vue... que je peux faire rembourser en tant que kiné. Ok. Voilà. D'accord. Mais je suis en train de réfléchir à ce mode d'exercice. Est-ce que c'est le mieux pour moi, le plus facile, le plus visible, etc. Voilà, ça c'est des questions personnelles. Et je pense qu'on est, pour les gens qui font du hors nomenclature, mais en tout cas en kiné sexo, je pense en France et en Île-de-France. En Île-de-France, on a compté une fois, en kiné sexo du périnée, on doit être entre 5, max 10 à tout casser. Mhm. Donc, Oui. y a moins de... Ouais. Enfin, en tout cas, c'est peut-être 20-20 sur la France entière. Et encore, vraiment, c'est une échelle haute. Mhm. Après, il y a d'autres gens qui vont se former là, dans les nouvelles générations. Il y en a beaucoup plus dans les cursus, quoi. Donc, ça va être super bien. Voilà, c'est vraiment des questions nouvelles et que je suis en train de réfléchir au quotidien. Oui, c'est intéressant comme sujet. Quand tu parles de rééducation du périnée, si une femme enceinte vient te voir, ça marche pas pour elle, ou est-ce qu'elle peut, c'est quand même remboursé par la Sécu en préparation à l'accouchement? Est-ce qu'elle peut avoir ces séances remboursées? Oui, alors si elle a une prescription d'un médecin, Okay. parce qu'il y a tel ou tel sujet en prépartum, okay. On peut faire passer. Mais si c'est quelqu'un normalement qui a pas de souci et qui a pas de rééducation, c'est un soin en nomenclature qui est donc du coup pas du tout possible le remboursement. Ouais. Quoi. Est-ce que tu pratiques beaucoup de hors nomenclature? Ouais, quasiment toute mon activité. Toute mon activité, ouais. Oui. Et donc, est-ce que tu te vois passer de plus en plus on va parler un peu de l'identité de ton travail en tant que tel, de kiné à sexologue spécialisé, mais avec, bien entendu, des techniques appliquées à la kiné? Oui. Alors, effectivement, sur la transition, c'est une question extrêmement intéressante. Plus, on en avait parlé en off tout à l'heure. C'est que voilà, quand t'es kiné, bien sûr, t'as déjà beaucoup de techniques et beaucoup de possibilités. Et quand tu deviens sexologue, t'as aussi cet abord de, on va dire un peu psycho, mais adapté toujours au cadre de la sexo. Voilà, pour bien rester dans son cadre. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que maintenant, quand moi je vois des choses, j'englobe la patiente, voilà, sur tous ces aspects-là. Et ouais, je suis en train de me poser la question, comme je te disais, parce que, alors pour le hors nomenclature, tu sais que moi, toutes mes séances le DU de Nantes que j'ai fait, qui était en 3 ans, n'est pas éligible ni au FIFPL ni au DPC. Donc c'est-à-dire que déjà c'est pour ta poche. Et en plus il y a quand même un mémoire en fin d'études à faire qui est assez costaud en termes de temps et d'énergie. Et en plus j'avais des stages obligatoires à l'époque. Ah oui. Donc déjà sache que si tu décides de t'engager sur ça, c'est prenant énergétiquement et c'est un gouffre financier. DU sur 3 ans, ça fait beaucoup pour un DU. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment un gouffre financier. Donc déjà, tu te dis, c'est toi qui choisis par passion de te spécialiser encore plus. Mais en fait, au niveau des finances, tu te retrouves pas du tout. Pas du tout. Ah ouais. Et aussi, quand les gens ils viennent te voir et ils savent que t'es kiné, en fait, quand tu fais kiné spécialisé, mais en fait, t'es adressé en tant que kiné, ils ont pas la même approche que si t'es sexo et ils savent que t'es déconventionné déjà. Mm-hmm. Ah oui. Oui, puisqu'ils s'attendent, quand tu es kiné, à avoir des soins, une partie remboursée du moins. Voilà, alors que moi là, j'ai envie d'avoir quelque chose une offre très claire et aussi les attentes. Parce que tu vas pas consulter la même personne selon ce qu'elle propose. Et si elle propose autre chose, tu sais déjà que voilà, si tu vas voir un psy, tu sais très bien que ça va être pas de remboursé, donc tu vas t'engager pas pareil. Oui. Donc ça a différents titres. Sur le titre de l'engagement des patientes, sur moi, m'y retrouver au terme de mes finances. Et aussi, faut pas se mentir, j'adore, c'est ma passion,
Mais si tu fais ça, c'est pas du tout comme quand tu fais du périnée. Bien sûr, c'est des sujets complexes quand même, mais l'énergie que tu donnes et la présence que moi je mets, elle est vraiment supérieure qu'avant. Bon, après, maintenant, j'ai appris à bien ménager mon énergie. Mais ça, en fait, l'énergie mentale, voilà, de ressources comme un psychologue peut mettre, ça, c'est sous-évalué. Oui. Parce que moi, pour faire ça, qu'est-ce que ça me demande ? Ça me demande de contrebalancer mon énergie en faisant soit des choses plus relaxantes et en étant suivie moi-même fortement, en faisant de la supervision. Alors, il y a des gens, ils n'ont pas besoin, voilà. Mais souvent, c'est le cas. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en ressources pour exercer ce métier, dans les centres où ils bossent bien, ils sont en équipe, où ils voient du trauma, tous les jours, c'est débrief de ce qui s'est passé en consulte. Tu vois ? Donc, moi, mon cadre technique, c'est maintenant que ce que j'ai appris, c'est un cadre émotionnel, un environnement de santé mentale, parce que, voilà, on peut te confier des choses très lourdes, très difficiles, des techniques d'ancrage où tu dois être toi-même bien dans cet accueil et pour délivrer cette énergie. Si t'es fatigué ou vraiment pas bien, bon après t'es habitué, mais sur le long terme, ça peut être compliqué à vivre. Bon après moi aussi j'ai une personnalité extrêmement sensible, qui fait beaucoup d'avantages, mais qui demande à être comprise en amont, tu vois. Oui. Voilà, peut-être que d'autres n'ont pas du tout cet abord, mais tous les autres sexos que je vois, ou tous les sexos, c'est pareil, en supervision, psychothérapie, travail de groupe, à minima, quoi. Oui, j'allais demander, est-ce qu'il y a un réseau avec lequel tu travailles ? Justement, déjà, pour être suivi et ensuite pour envoyer les patients, les patientes, si besoin. Alors, moi, j'aime bien envoyer vers des thérapeutes que je connais et je sais comment ils travaillent. Donc, voilà. Donc je renvoie et puis au fur et à mesure j'entends parler des personnes et puis je renvoie. Si je sais pas, je dis voilà, cherchez plutôt dans ce domaine, c'est ouvert, cherchez quelqu'un qui vous convient. Et après oui, avec Nantes par exemple, on a des réseaux, voilà, moi j'ai mes amis aussi qui sont sexos où je peux en parler de certains cas. Ma collègue aussi au cabinet sexo. Donc à un moment donné, on faisait des analyses de pratique au cabinet, etc. Et ça, alors du coup, je voulais parler de tout ça et que du coup, c'était plus d'investissement par rapport à, ou un autre investissement que quand t'es kiné, et qu'à un moment donné, faut que ça se reflète quelque part, parce que ces séances-là, comment je les finance, mon emploi du temps, quand je suis pas là, je dois faire des formations, comment voilà, je supplée et tout. Ça, c'est vraiment à réfléchir. Et que le système de santé, bah voilà, si tu fais pas de dépassement d'honoraires et si t'habites pas à Paris, en Pyrénées, c'est 18,30 € la session. Donc, c'est-à-dire que t'enlèves cette décharge, ça s'appelle 18,30 € la session. Donc, en fait, tu ne peux pas espérer faire du travail de pointe, en tout cas, que toi, tu sois en évolution constante et que tu essaies de donner le maximum de ce que tu peux faire à 18,30 €. Enfin, c'est comme si, tu vois, les marques de luxe, elles vendaient, je sais pas, l'iPhone, comme s'ils vendaient l'iPhone à 50 €. Mais personne ne ferait ça. Mais nous, en tant que thérapeute, dans certains cas, on accepte de se voir comme ça. Et donc, c'est pas que au sujet de la rémunération, là, que je parle du déconventionnement ou de changer, c'est vraiment tout un rapport à la santé où c'est pas du tout dans l'ordre des choses. Donc, d'où l'intérêt de passer hors nomenclature. Hors nomenclature, ouais, c'est ça. Et peut-être même, hors nomenclature, full hors nomenclature. Donc, pour préciser, moi, je dirais même full déconventionnement. Mais je sais pas, là, c'est vraiment en réflexion, je n'en sais rien. S'il y a des gens qui sont, voilà, dans ces questionnements, qui me contactent aussi, ça peut être intéressant d'échanger avec eux. Ouais. Tu sais comment travaillent les autres sexologues, puisqu'il y en a si peu en France. Est-ce qu'ils font un peu comme toi, du hors nomenclature ? Alors, les sexologues, de toute manière, tout court, ils galèrent. Enfin, par exemple, que t'es psy, sexo, que souvent, t'as besoin de faire une autre activité. Par exemple, moi, j'ai une pote, Virginie Clarinck, bonjour, et voilà, je vous la recommande. Elle a fait thérapeute de couple plus sexologue.
Et donc, pour vivre de cette activité, toi, tu disais que là, tu travailles en Espagne et là-bas, il y avait beaucoup de communication sur les activités de marketing parce que c'était pas remboursé. En fait, en tant que sexologue, tu dois faire ça si tu travailles à full temps sexologue. Et en fait, par rapport au marketing, même si la séance, elle est très chère, il y a tellement de frais, en fait, cachés derrière par rapport au cabinet, par rapport à toi, ta formation, voilà. En fait, c'est vraiment un métier passion, souvent. Oui. En fait, tu gagnes. Elle était infirmière avant. Elle gagnait beaucoup mieux sa vie en tant qu'infirmière qu'en tant que sexologue, alors que, de prime abord, les consultations sont beaucoup plus chères. Mais c'est un tel investissement en temps, en énergie mentale, voilà, et en communication derrière que c'est. Donc c'est compliqué. Donc souvent les gens ce qu'ils font quand ils sont kinés, dans mon cas, ils prennent c'est des consultations kinés et avec des éclairages sexo. Donc ils font des consultations mixtes. Voilà, ça dépend de tout. Et les autres professionnels de santé, ils ont souvent soit une activité principale et 1-2 jours dans la semaine, ils vont consulter, ils font faire que de la sexo. Donc, okay. Parce que c'est pas rémunérateur en fait. Ou soit après t'as les sexos mais qui sont pas du tout issus du milieu médical ou paramédical. Donc eux souvent c'est parce qu'ils sont je sais pas soit journalistes, soit après créateurs de contenu ou ils arrivent à faire voilà. Alors je suis pas sûre qu'ils ont des consultations mais il y en a qui peuvent en avoir. Ou il y a des patients experts qui décident de faire des programmes, des formules. Voilà. Donc souvent, si t'es professionnel de santé, pour résumer, t'as le côté tu consultes une partie de ton temps parce que ça fait pas vivre spécialement, ou soit tu fais déjà très bien de la com et tu vends d'autres produits ou d'autres choses qui permettent de faire cette activité-là. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de sexo pour la profession, pour justement pouvoir permettre aux sexologues de bien vivre, de vivre décemment, quoi, avec tous les diplômes qu'ils ont? Alors ça, c'est une très bonne question. Déjà que ça soit des formations qui soient prises en charge. Parce que moi, quand j'ai dit que voilà, je voulais être prise en charge, on m'a dit mais c'est pas du tout un volet de santé prioritaire. Donc déjà, moi je considère que c'est un volet de santé prioritaire, mais quand tu parles de la sexualité tout court, c'est pas que les sexologues, c'est la sexualité dans la société. Et là, tu fais face à des murs. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le contexte de la pratique de sexualité dans la société actuelle. Et là, tu vois, chaque jour, il y a un scandale d'une personne célèbre qui a commis des violences, où la justice n'a pas été justement fait son travail en fait de régulation, voilà, où voilà, le sujet de la santé sexuelle, l'éducation sexuelle, elle fonctionne. Enfin, il y en a pas en fait. Il y a de l'hypersexualisation performative, ou des fois, mais pas que dans le terme négatif, où c'est un fantasme, où c'est un rêve. Voilà. Mais en fait, quand tu parles de toi-même, ta vie, ton vécu, il y a un gouffre énorme dans comment tu vois la sexualité. Et en plus, voilà, je rappelle ce chiffre, mais il y a quand même 20% des enfants qui ont vécu en inceste. Et ces enfants-là, ils deviennent des adultes. Donc, c'est-à-dire que dans la population, il y a quand même, on dirait que tout le monde va bien, mais quand tu regardes au fond, il y a beaucoup de douleur et de silence tue, et que dans le cas de vaginisme, par exemple, c'est personne, à part moi, ou à part une personne, ne connaissent le problème de la patiente. Donc, c'est une souffrance intense, personnelle, souffrance ou en tout cas un tabou vraiment énorme. Et les gens qui acceptent en fait de faire de la sexo, c'est parce que en fait il y a un couple à sauver, il y a soit à se sauver, ou il y a vraiment un objectif d'avoir un enfant, voilà. Mais tout un chacun, on se dit c'est comme ça, et c'est plus, des fois c'est pas les sexologues, c'est la vision de la sexualité, est-ce que tu peux en avoir, qui mériterait d'être transformée. Et que tu sais, il y a des thérapeutes qui sont très bons, mais des fois c'est par rapport aux patients et aux patientes qui ne s'estiment pas assez
d'une certaine manière, ou qui n'ont pas le droit à investir eux-mêmes autant dans leur santé. Et souvent, les gens qui ont des traumas, il y a ce symptôme-là. Bon, là, j'ai ouvert un peu la conversation, voilà, mais bon, en tout cas, les sexologues, si pour être au moins, voilà, véhiculer un peu ces valeurs de santé, de faire des ateliers de prévention, d'éducation, voilà, et que la santé sexuelle, l'éducation à la santé sexuelle, c'est quelque chose vraiment d'intéressant, voilà, à promouvoir, ça pourrait être une bonne base. Mais j'ai envie de dire, comme la santé en général. Et aussi que tous les professionnels de santé, à minima, soient formés en santé sexuelle, au moins à poser des questions et à renvoyer, voilà. Sauf que moi, en tant que kiné du périnée, déjà, personne, même mes potes médecins, ne savent que je fais exactement consultation. Donc, ce serait intéressant dès l'école, en fait. Au moins le collège, d'inviter des sexologues, de faire des ateliers pour vraiment qu'il n'y ait pas ces tabous déjà. Et ensuite inciter les jeunes filles, les jeunes femmes à parler si elles ont des douleurs, si elles ont des problèmes de ce genre-là. Après, il y a eu beaucoup de levées de barrières et de boucliers par rapport aux sexos, etc. Comme si, en fait, les sexologues allaient apprendre à faire du sexe aux enfants. Non, mais voilà, que les gens, ils pensent ça. Donc, du coup, peut-être comprendre que la question, c'est pas apprendre, la sexologue, c'est pas apprendre à faire de la sexualité. C'est l'éducation à la santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est déjà, on pourrait dire, du coup, si ça gêne des gens, on devrait enlever ce terme et juste éducation biologie corporelle, tu vois. Éducation à son corps. Voilà, on pourrait juste commencer par ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Ouais, non, mais c'est vraiment pas mal. C'est les bases, quoi. Voilà, commençons par les bases. Mais la santé, on sait que la prévention, c'est ça qui fait fleurir en fait une population, parler du capital santé, l'entretenir, etc. C'est extrêmement important. Et nous, pour l'instant, on sait que économiquement, c'est extrêmement viable, parce que tu fais beaucoup d'économies. Parce que quand la pathologie est déjà là installée, c'est beaucoup plus de soins, tu dois beaucoup plus ramer que quand tu avais fait les bons conseils, voilà, quand tu entretiens avec, dans le domaine du périnée, un périnée en super santé, déjà quand t'es jeune, tu vois. Voilà, parce qu'une opération de prolapsus ou de... C'est pas le même coût, le même budget, etc., tu vois. Et en plus, les autres pathologies que ça peut faire. Donc ça, c'est des... Ouais, la prévention, peut-être un jour on tendrait vers ça, ou en tout cas, moi j'encourage, nous, en tant que personnel de santé, de s'intéresser de plus en plus à de cette partie-là. Super, merci beaucoup Elisa. Échange vraiment intéressant, j'ai appris plein de choses. On peut te retrouver sur ton site internet. Sur mon site internet. Voilà. Et je vais espérer peut-être lancer un en sexo, on verra. Ah oui, c'est un beau projet, ça. Ouais, c'est un beau projet. Et aussi, je pouvais faire une annonce générale. Bien sûr. Dans le cabinet, donc j'ai une collègue qui est kiné sexo aussi. D'ailleurs, je fais un bisou à tous mes collègues. Et on ouvre un nouveau poste dans mon cabinet. Et on recherche un ou une kiné qui voudrait s'investir dans le domaine du périnée, avec nous, avec des gens passionnés, super bonne ambiance, voilà, à Paris. Collègues hommes ou femmes, et profil mix aussi, par exemple, qui s'intéresse à la posturo, la cynologie, etc. à côté. Je lance une bouteille à la mer. Super, voilà. Donc c'est un poste d'assistant. Ouais, c'est un poste d'assistant. Dans ton cabinet, qui est basé où, à Paris ? À Paris, dans le 12e, près de Rue Didon. Super. Oui, et en plus tu dis homme ou femme parce que vous avez un homme au cabinet. Oui, c'est ça, on a un homme au cabinet. Qui fait du... tout comme nous, et qui prend aussi des hommes en consultation, et lui aussi qui est vraiment passionné par la préparation corporelle et du périnée à l'accouchement, quoi. Donc peut-être on va faire des petits moments, des petits passages, on va réfléchir à faire des sessions de groupe, voilà, peut-être. En tout cas, c'est toujours une très belle aventure et beaucoup de choses passionnantes à venir. Génial. Merci beaucoup et passe une bonne journée. Merci à toi, pour ton accueil. Salut. Belle journée tout le monde. Bonne journée. Vous aimez ce podcast ? Vous avez apprécié cet épisode ?
Si oui, pourquoi pas laisser 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un avis ou bien à me faire un retour direct sur l'adresse email suivante kinégabriel@gmail.com. Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine sur Kinédi.